Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à l'heure de Dingue de Sport. Merci de nous accompagner, excellente semaine, excellent après-midi à toutes et à tous sur la référence sportive. Dingue de Sport s'intéresse à quelques transferts, notamment ceux de Thibaut Clidier. L'ancien joueur de Gomidos s'est engagé avec Bordeaux en France. Yaovi Akakpo, lui, va jouer avec Gabala FK en Azerbaïdjan. Yaovi Akakpo, ancien joueur de Puma, d'Ablogame, a signé pour 2 ans et demi. D1 national de football, acte 17, il a lieu ce mercredi après-midi à suivre notamment Asco Semassi, Unisport ASK ou encore Maranatha Koroki, le choc des mauvais élèves de la classe. On va analyser. Dingue de Sport invite pour cet après-midi Prosper Agbouklou, Aristide Kouvidien d'Afrique Info Sport et Latif Yirouma de la rédaction de Sport FM. Réalisation technique Théo Ajavon. La vidéo de cette émission, est-ce qu'on a besoin de vous le dire? C'est avec Elom Adovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Franck Nounyama, bienvenue. Merci de nous faire confiance, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Latif Yirouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les branchés. Aristide Kouvidien, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Veste bleu marine cet après-midi, il y a quelque chose en vue? Non, juste que lorsque je sens un peu de la fraîcheur dans les climatisations, parfois, je suis obligé de porter les vestes. Très bien. Merci d'être en studio et on va commencer par parler de quelques transferts, notamment celui de Thibaut Clidier de Yaovi Akakpo, mais d'abord Thibaut Clidier, ancien joueur d'espoir, ancien joueur de Gomido, quelques apparitions avec les sélections nationales aujourd'hui à Bordeaux pour 3 ans. Latif Yirouma, cela a été un peu compliqué avant de se dessiner. Oui, nous espérons que c'est la fin de la longue marche parce que ça a été très compliqué pour ce jeune joueur que nous avons découvert et qui a commencé véritablement de nulle part et qui a fait une première saison convaincante au niveau des sports du Zion, qui a joué, on se rappelle, de ce but-là, le tout premier but de la saison, je crois 2017-2018, au stade municipal lorsqu'il marquait à la toute dernière minute contre l'Estogopor. Et donc voilà, juste après le jeune a explosé, il s'est retrouvé à Gomido comme vous l'avez dit, et puis il a fait des apparitions au niveau de l'équipe nationale junior, espoir, et puis peut-être quelques regroupements avec même Claude-Marie-François Leroy, même si voilà, c'est des joueurs qui sont souvent appelés en dernière minute pour venir s'entraîner avec le groupe, mais on sent quand même de la qualité, de la valeur par rapport à l'avenir de ce joueur, mais sauf qu'il y a eu trop d'histoires autour du joueur et par rapport à sa carrière, par rapport à son placement dans un club plus huppé que voilà, celui du championnat togolais. On a parlé de l'Afrique, on a parlé dans un premier temps de Bordeaux, oui. On a parlé et finalement, on dit, j'espère que le joueur sort finalement de l'auberge, parce que voilà, il va jouer dans la réserve, mais ce n'est pas rien. C'est l'équipe B pratiquement donc des Girondins de Bordeaux. Ça a été la même situation pour Ourosama Hakim, qui était à Lille et qui a été reversé au niveau de la réserve. Lille qui n'est pas quand même un petit club de France, Bordeaux également, Bordeaux qui n'est plus à présenter. Donc je crois que c'est bien pour le joueur au plan sportif, c'est bien pour le joueur. Maintenant, le joueur doit avoir la tête froide, la tête sur les épaules, être solide mentalement pour pouvoir véritablement laisser derrière toutes les histoires qui ont entouré, parce que ces histoires-là ne sont pas finies. Parce que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous comprenez qu'il y a encore cette guerre-là. La guerre des agents de joueurs. La guerre des agents de joueurs, pour ne pas dire la guerre des vautours autour du joueur. Malheureusement, c'est cela. Maintenant, je me dis, entre-temps, la Fédération togolaise de football a voulu jouer à l'arbitrage. J'espère que cet arbitrage-là va porter et va permettre une sérénité autour du joueur. Parce que, écoutez, on parle de Clidier, c'est sa famille, mais autrement dit, on parle quand même d'un joueur togolais qui peut apporter demain dans le nid épervier. Donc, il faudrait véritablement un peu d'accalmie autour du joueur, que les agents fassent table rase, qu'ils mettent en avant véritablement la carrière du joueur, parce que souvent,
souvent, lorsqu'on parle des agents de joueurs, voilà, chacun privilégie d'abord ce qui va lui revenir. Et puis, voilà, malheureusement, ça déteint sur l'évolution du joueur. Nous espérons que c'est la fin véritablement de cette longue marche. Oui, Aristide Kouévidien, Clyde Thibaut, pour 3 ans à Bordeaux. C'est quand même une surprise. Hein. Moi, personnellement, je ne voyais pas venir ce contrat-là pour ce joueur qui, on peut le dire, reste un joueur talentueux. Il a fait ses preuves ici à Espoir, à Gomido. Quelques apparitions, on l'a dit, avec les sélections nationales. Oui, Bordeaux pour 3 ans. On peut dire que c'est maintenant que le plus difficile commence. Hein. Ah oui, naturellement. Bordeaux, ce n'est pas vraiment Gomido, ce n'est pas Koroki. C'est un club, c'est l'un des meilleurs clubs français aujourd'hui. Et donc, je pense quand même que par rapport au championnat qui se joue en Afrique et même du côté donc de la France, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est quand même une très bonne nouvelle pour le joueur. Maintenant, comme on le dit, le plus dur commence dès maintenant parce que là, il va devoir travailler, voilà, pour prouver quand même qu'il mérite donc cette réserve-là, parce qu'ailleurs, il y a des joueurs qui sont aussi talentueux, qui cherchent donc, disons, ces genres de contrats, ils ne trouvent pas. Maintenant, au-delà de ça, je pense quand même que le joueur a vraiment progressé. À part les 9 mois qu'il a passé donc, à Lomé, ou 6 à 9 mois qu'il a passé à Lomé, dans cette histoire qui a opposé ses agents de joueurs, comme le disait tout à l'heure Yorouma Latif, je pense quand même que sur cet aspect, le joueur doit montrer quand même que malgré le fait qu'il n'avait pas de club, il a quand même de l'énergie dans les jambes pour pouvoir prouver une fois de plus son talent. Je me rappelle la première fois où il devrait, entre-temps, s'entraîner avec l'AS Togopor. Parce que je me rappelle au temps du feu à Ivy et Kouévi, où l'AS Togopor s'entraînait donc dans la cité Millennium, à l'époque avec Média FC au même moment. Je me rappelle qu'il était passé à l'AS Togopor, mais compte tenu de sa forme et peut-être je ne sais pas. On le trouvait trop petit. Mais lorsque Espoir a joué la première rencontre de la première journée, enfin la première rencontre de la D1, face donc à l'AS Togopor, c'est là où les dirigeants de Togopor se sont rendus compte que ce joueur, il est vraiment talentueux. Les gens se posaient derrière la question de savoir si c'était le même joueur qu'on a refusé, qui est toujours en train de jouer avec Espoir de Zior. Et donc, quand vous prenez disons son parcours de l'Espoir de Zior jusqu'au tournoi de Toulon, on sent véritablement que c'est un jeune qui a vraiment progressé. Maintenant, moi, la grosse question est de savoir est-ce qu'il aura un nouvel état d'esprit par rapport donc, au fait qu'il décide maintenant de faire une nouvelle carrière. C'est vrai que signer à Bordeaux, c'est une très bonne chose, mais l'autre chose est de savoir s'il sera vraiment résistant sur le temps, parce que c'est très fondamental. Ouais. Je me rappelle aussi d'Agassa Kossi, quand on était toujours on le voyait, et même d'Emmanuel Adebayor. Adebayor, vous savez qu'il a été sélectionné pour sa première CAN en 2002, et à cette époque, il était dans l'équipe réserve donc, du FC Metz. Et à l'époque, quand il était venu, je me rappelle, il a même remplacé un joueur. Je ne sais plus en quelle année. Oui, en 2002, lors de cette CAN, il a remplacé un joueur et Tchanilé Bana l'avait sorti. Il n'était pas content. Il a manifesté sa désapprobation. Tout le monde parlait de ce joueur. Oui, que c'est un joueur du FC Metz. Il était au centre de formation, etc. Mais quand Adebayor devrait revenir, c'était en quelle année? C'était en 2004, sous Stéphane Keshi. Mais là, de 2004 jusqu'à un certain moment, Adebayor a prouvé que ceux qui n'avaient pas cru en lui en 2002 n'avaient pas raison. Bien. Je pense qu'aujourd'hui, pour un certain jeune joueur comme Thibaut Clédier, il doit quand même prouver aux yeux de ceux qui ont quand même des doutes par rapport à sa carrière de l'autre côté. J'ai vu sur le compte Twitter du club des commentaires donc des supporters qui disaient que pratiquement dans cette équipe réserve ou pratiquement dans les centres, on a près de 140 quelques joueurs. Alors, est-ce que ça valait la peine encore de recruter des joueurs africains? Il faut pouvoir se faire son trou, parce que ça ne va pas être du gâteau. Lorsqu'on joue dans la réserve, c'est là qu'on doit faire ses armes. Il faut batailler dur. Voilà pourquoi beaucoup d'observateurs parlent du plus difficile qui commence maintenant. Prosper Agboklou, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. On a bien commencé la semaine. Si. Oui, on parlait de Clyde Thibaut. Ce joueur, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous inspire? Il vient de signer avec Bordeaux pour 3 ans. Hein. C'est en Ligue 1 française, même si il est vrai qu'il ne va pas débuter avec les pros, il va jouer dans la réserve.
Qu'est-ce qu'il vous inspire, un tel joueur? Vous le connaissez, non? Oui, très bien, très bien. Pour l'avoir vu jouer à Espoir de Thiévier, à Gomido, dans l'équipe, je crois, Espoir du Togo. Oui. Il a été souvent un joueur sollicité sur le front de l'attaque. Il a une pointe de vitesse extraordinaire qui lui permet donc de prendre de l'avance sur ses défenseurs. Il a aussi une très belle détente de la tête sur les coups de tête. Il saute très bien et équivaut souvent à la taille donc des défenseurs. C'est un joueur qui cherche de l'espace souvent pour pouvoir foncer. Maintenant, ça, c'était sur le plan national qu'on l'a vu jouer. Oui, Claude Leroy et les autres l'ont amené parfois avec eux. Il n'a pas été souvent titularisé, mais les bribes de match qu'il avait fait, souvent, on se dit qu'il a de l'avenir. Mais il avait un problème cruel de genou. Contre lequel il a dû se batailler pour pouvoir se remettre donc sur pied. Maintenant, c'est un nouveau challenge qui commence pour lui. Il est le seul à pouvoir comprendre la situation qui lui arrive parce que c'est une chance qui lui est arrivée. Il va falloir quand même pouvoir la saisir. Mais lorsque les joueurs, on se rappelle de Hakim qui est parti... à Lille. À Lille, et on nous a parlé de l'équipe réserve. Et après, quand les joueurs vont dans les équipes réserves, est-ce que réellement ils ont une itinéraire qui leur permette donc de monter rapidement vers le haut? Souvent, c'est des prêts qui arrivent. On dit, on l'a prêté à telle équipe, il revient, c'est le cas d'Hakim. Bon, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais toute la prière pour lui, c'est de pouvoir foncer et de chercher, même s'il est sous contrat 3 ans, il y a toujours des clauses libératoires où lorsqu'on retrouve la performance, on peut chercher ailleurs. Pourquoi pas jouer dans une équipe de Ligue 2 pour se mettre en forme avant donc de retrouver Bordeaux, si tant est que l'idée est qu'il joue réellement pour l'équipe première de Bordeaux. Yaovi Akakpo, lui, il a choisi, on va dire, Gabala FK en Azerbaïdjan. Il a signé pour 2 ans et demi. Un ancien joueur de Puma, d'Ablogame. Tout cela, c'est des espoirs pour le foot national. Oui, il faut également saluer, quoi qu'on dise, tout à l'heure je parlais de vautours, mais maintenant on ne peut pas se passer également de ces vautours-là. Il faut saluer également le travail des agents sur le terrain. Il y a des agents sérieux, il y a d'autres, oui, c'est vrai, qui sont moins sérieux. Oui. Maintenant, il faut dire que le joueur, quel que soit son talent, il a besoin quand même d'un entourage, il a besoin quand même d'une cellule pour pouvoir véritablement placer le joueur. Et donc aujourd'hui, il y a quand même de certaines ces personnes-là, ces agents-là qui quand même trouvent des opportunités pour nos joueurs un peu partout sur le continent. Je crois que c'est quand même bénéfique pour le football en général. Maintenant, pour ces jeunes joueurs, même si c'est des championnats un peu exotiques, ce n'est pas encore véritablement cela. Tout le monde souhaite aller pour ses débuts, aller commencer, par exemple, en France, où on parle quand même de la Ligue des talents ou bien championnat des talents. Maintenant, tout le monde n'a pas la chance aussi d'atterrir à Bordeaux. Vous pensez que c'est seulement le talent de Clydier qui l'a amené à Bordeaux? Je dis non. Il a fallu quand même des agents derrière pour pouvoir aider le joueur. Peut-être faire du lobbying. Il y a tellement de talent sur cette terre. Emmanuel Adebayor avait du talent, mais il fallait quand même que quelqu'un aussi fasse le lobbying pour envoyer Emmanuel Adebayor à Metz. Et donc aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Et donc félicitations à cela et bon vent à tous ces jeunes joueurs-là qui pourront véritablement venir aider l'équipe nationale du Togo qui aujourd'hui totalement est à la rue. En tout cas, on parle encore des Togolais, mais eux, ils sont grands avec là-bas Fodo qui marque 4 fois un quadruplé dans la Coupe du Roi là-bas. Il a dit qu'il a promis au président et il l'a fait. En tout cas, beaucoup parlent maintenant de colonisation. Il marque but sur but là-bas dans le championnat émirati et ce qui permet quand même à ce joueur de se tailler une place dans cet effectif-là. Il est pratiquement, on va dire, indispensable, même s'il n'y a pas d'indispensable sur cette terre.
Et Labafodo est pratiquement indispensable dans l'effectif d'Al Ain. Oui, je crois que moi je l'ai dit, il a su faire son choix. Vous savez, dans la vie, il y a des décisions à prendre et assumer. Et quand ce garçon est parti aux Émiratis, bon, d'aucuns pensent qu'il devait passer par la France pour y arriver. Voilà, il est là-bas, il trouve le temps de jeu, même si le niveau de jeu n'est pas égal à ce qu'on pense. Il a quand même cette routine-là de pouvoir marquer et de se faire entendre. Donc pour moi, c'est un bon choix pour lui. Pour moi, ça va. Et il est en compétition tout le temps au lieu d'être quelque part en France et être réserviste, cirer les bancs pendant pratiquement 8 matchs avant de trouver quelques bribes de matchs où certains même après toute une saison, ils n'arrivent pas à combler le temps d'un match. Donc je crois que pour lui, c'est une très bonne chose. Maintenant, à lui de savoir s'adapter lorsqu'il revient pour pouvoir apporter son sens donc de devoir à l'équipe. On le voit quand il revient, il bataille dur sur le front de l'attaque. Il reste le joueur le plus physiquement en forme parce qu'il donne, il est là, il couvre un espace assez large sur le terrain. Donc pour moi, c'est bon pour lui de continuer par marquer et qui sait, avec cette possibilité de marquer, il aura toujours cette comment on appelle, façon psychologique de penser le but et de marquer lorsqu'il reviendra. En tout cas, beaucoup comptent aujourd'hui sur lui au niveau des éperviers. Il va désormais, ou bien il porte désormais l'attaque des éperviers après la retraite d'Emmanuel Adebayor Labafodo, qui réalise un quadruplé dans la Coupe du Roi là-bas avec son club Al Ain. On parlera également d'Emmanuel Adebayor qui a commencé dans la Primera División Apertura là-bas au Paraguay. Il a joué, on va dire, une deuxième mi-temps avec son nouveau club Olympia. Il n'a pas marqué, mais il a essayé. Il s'était loupé sur un coup de tête, mais là, que pourrait-on dire, il a commencé, il a pris la température de ce championnat, on peut dire exotique aussi. Emmanuel Adebayor qui a d'autres défis. Bon, est-ce que c'est des défis ou voilà dans ce championnat où son club est pour le moment 4e après la 6e journée? Non, je pense d'ailleurs que c'est un gros défi pour lui-même, lui en tant qu'Adebayor, parce que là, beaucoup pensent déjà qu'il est en phase terminale de sa carrière et qu'il n'a plus beaucoup de choses à donner. Et donc, c'est à lui de pouvoir relever ce défi-là pour dire quand même que même si je suis en phase terminale, j'ai quand même quelque chose de plus importante donc à donner. Et donc, cette chose importante, pour ma part, c'est peut-être montrer quand même qu'il peut toujours donner quelque chose à son club, parce que là c'est beaucoup d'argent qu'il va gagner et donc il faudrait $200,000 par mois. Oui, donc ce n'est pas rien. Il faudrait quand même qu'il puisse montrer sur le terrain que le club n'a pas perdu de l'argent. Ça c'est le gros défi qu'il doit relever maintenant. Maintenant, sur la question de savoir est-ce qu'on aura encore besoin de lui, bon, c'est vrai, vous n'avez pas posé la question, mais beaucoup d'observateurs s'interrogent sur cette question. Moi, je le dis, s'il arrive quand même que dans les prochains jours ou dans les prochains mois, qu'il soit, selon les statistiques, le premier des Togolais à évoluer à l'extérieur et qu'on pourra quand même compter sur lui, bon, pourquoi ne pas le faire? Pas le premier des Togolais à évoluer à l'extérieur dans ce championnat, voulez-vous dire? Non, c'est-à-dire que si on fait les statistiques sur les Togolais qui évoluent à l'étranger... S'il arrive en tête. Voilà, s'il arrive en tête par ses performances, bien entendu. Alors là, je pense que, bon, si on aura vraiment besoin de lui pour gagner les compétitions, ce n'est que l'avantage de notre pays, le Togo. Il a pris sa retraite maintenant, le gros souci, c'est par rapport au fait que lui-même, il a déjà annoncé qu'il a pris sa retraite. Bon... Sur cet aspect, je pense quand même qu'il n'y a plus rien à dire. Voilà. Moi, je continue par me poser la question par rapport justement à cette retraite d'Adebayor. Je ne sais pas si c'est un truc officiel, parce que moi, je me dis, Adebayor, ce n'est pas fini par rapport à la sélection nationale. Pourquoi dites-vous ça? Mais pourquoi il doit finir? Est-ce qu'il joue mal ou bien c'est parce qu'il est plus âgé? Je me dis le mercredi, le 26, si je ne me trompe, Adebayor
aura 36 ans. 36 ans. 36 ans. Des gens ont 35 ans, ils continuent par jouer. Hein. Mais ce ne sont pas les mêmes morphologies, les mêmes physiques, Oui, le même mental. Lorsque vous prenez d'autres joueurs dans la même sélection, par exemple, vous prenez la Papeniel qui joue également dans un championnat exotique. Il joue aux Émirats, tout comme la Bafodo, et qui, après 4 ans de sélection, n'a toujours pas marqué un seul but, mais qui continue par jouer étant en championnat exotique. Donc, je ne vois pas pourquoi, par exemple, Emmanuel Adebayor ne pourrait pas continuer par jouer. Moi, je dis... Peut-être il se sent fatigué, il a annoncé sa retraite. Oui, depuis le match au Bénin, le 24 mars 2019. On peut le sortir de sa retraite, hein, pourquoi pas. On l'a déjà fait d'ailleurs plusieurs fois. On peut le sortir de sa retraite. Ça reste des enjeux. Hein. Écoutez, Adebayor peut à tout moment revenir sur sa décision. Adebayor a déjà dit c'est fini avec la sélection. Des gens sont passés par, comment on dit, Aflao, d'autres sont passés par Akpokpole. Vous pensez vraiment la nuit pour aller le la ramener. sélection a encore besoin de lui aujourd'hui? Mais pour le moment, écoutez, depuis qu'Adebayor a quitté, personne n'arrive à faire oublier Adebayor. C'est aussi ça le problème. Est-ce que Adebayor marque toujours? Adebayor ne marque pas toujours, mais personne n'arrive plus justement à faire oublier Adebayor. Dans quel sens? J'ai donné l'exemple de Mlapa qui, depuis 4 ans, n'a pas marqué un seul but. Et c'est assez extraordinaire. Et Est-ce que c'est lui qui est le remplaçant d'Emmanuel Adebayor dans cet effectif? Il n'est pas le seul, mais sauf qu'il n'y a pas un seul joueur. Ils sont 11, 14, 18. Et moi, je me dis, par rapport à ce que nos attaquants nous donnent aujourd'hui, on a parlé de là-bas. Là-bas, c'est là-bas. Là-bas, aujourd'hui, écoutez, c'est lui qui arrive quand même à nous faire dire oui, au moins il y a quelqu'un qui se bat sur le front de l'attaque, bien sûr. Sinon, le reste, je me dis, personne n'arrive à faire oublier Adebayor. Adebayor, le souci d'Adebayor avec la sélection, avec l'opinion, avec tout le monde, c'est peut-être c'est raté, c'est le côté comportemental, c'est cela. Mais par rapport au talent, je dis, personne n'arrive jusque-là à faire oublier Emmanuel Adebayor, malheureusement. Oui, je ne suis pas sûr que Prosper voit les choses de la même manière. Je pense que chaque chose a son temps. Adebayor a tellement donné à cette équipe que maintenant, si on doit encore surfer sur son talent et penser plutôt que l'avenir du football togolais passera encore par lui. Pour moi, est-ce qu'on a dit que l'avenir passe? Non, je sais, par lui. Oui, je sais ce que je comprends bien, mais je dis quelque part pour moi, il peut servir sur d'autres plans, mais encore sur le terrain, c'est pour moi pas tout à fait exact. Parce que, vous savez, il va falloir qu'on libère un peu. Parce que, vous savez, lorsque l'ombre de quelqu'un pèse comme ça, à chaque fois, on fait la comparaison par rapport à lui. Adebayor, c'est un autre. Si son ombre pèse sur la sélection, c'est qu'il est important, non? Non, il va falloir qu'on lève cet équivoque-là. Bachirou, il a refusé de jouer pour le Togo. Et qui est venu? Adebayor est venu. Kaolo, il est mort. Qui est venu? Adebayor n'est pas encore mort. Oui, il est encore Kaolo, il est mort. D'autres sont venus après lui. Il y a toujours ça. Il faut essayer donc de lever un tant soit peu l'équivoque. Selon vous, qui est le successeur attitré d'Emmanuel Adebayor? Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas comparer les époques. Vous savez, Adebayor, il a évolué dans un système où Akoussa l'avait mis et lui a permis quand même d'évoluer d'une manière exponentielle. On l'a vu. Vous savez, quand on prend aujourd'hui Pelé, on dit il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui Adebayor est le plus grand joueur des Togolais de par sa carrière? Vous êtes d'accord là-dessus? De par son époque. Moi, je dirais de par sa carrière. De par sa carrière. Vous parlez de quelle époque? De par sa carrière, oui. Il a été celui-là qui a eu la chance d'aller. Et au plus haut niveau. Oui, et c'est par rapport à l'époque. C'est le meilleur Togolais de tous les temps. C'est par rapport. Il est le seul d'ailleurs à jouer donc en Real de Madrid. C'est par rapport à son époque. Adebayor, est-ce que c'est par rapport à son époque? Oui. On dit c'est de tous les temps. C'est le meilleur Togolais de tous les temps. Oui, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, regardez, quand on prend Messi aujourd'hui, quand on prend Maradona, quand on prend qu'on appelle Pelé, Cristiano Ronaldo, vous savez, les époques diffèrent et
la comparaison est difficile à faire. Non, mais il y a des records à battre. Oui, mais voilà. jusque-là, Adebayor détient des records. Il a tout battu. C'est par rapport à ça. Très bien. Voilà, on aura parlé des joueurs togolais et Diène Dakonam peut-être en passe d'être en huitième de finale de la Ligue Europa parce que ayant réussi à battre avec son équipe l'Ajax de Hakim Ziyech 2-0. Il reste la phase retour. Malheureusement, ils ont perdu. Ils ont perdu en championnat 3-0 face au Football Club Séville. C'est pas la meilleure façon quand même de préparer ce match retour, mais on espère voir le capitaine des éperviers Diène Dakonam à la suite de la compétition, dans la suite de la compétition. Mais malheureusement, l'Europa League. il a pris un carton jaune qui pouvait le diminuer face à bon, cette non, équipe, ça, bon. où il va tout Tactiquement, donner. c'est une équipe qui est Oui, en mais place Franck, je très pense aussi, rapidement. je pense aussi qu'il faut de temps à autre qu'on parle aussi de la forme des autres joueurs, parce que moi je m'inquiète par rapport aux prochaines échéances. En tout cas, on va y revenir. Je me demande par exemple ouais. Kevin Denke, Qui ne joue plus. Il ne joue plus. Oui. Ce joueur talentueux qu'on a connu ici, qu'on a découvert et qu'on peut-être pensait qu'il devait être le prochain Adebayor, mais d'un seul coup, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il ne fait plus partie des plans de l'entraîneur de Nîmes. On va y revenir forcément. Beaucoup de joueurs togolais ne sont plus, on va dire, titulaires. Voilà, par exemple, dont le club est dernier. Voilà, et qui est le patron, on peut le dire, du milieu de terrain togolais pour le moment, mais qui ne joue plus. Bon, on verra bien. En tout cas, le mois de mars est très très important sur le chemin des qualifications pour la CAN 2021. Le 27 et le 31, ce sera une double confrontation contre l'Égypte. Ou ça va casser. Ça va passer ou ça va casser, c'est ça. On marque la pause et on revient pour la 17e journée de la D1. La 17e journée de la D1 nationale de football, c'est ce mercredi après-midi. Et ce, jusqu'à la 22e journée, on va jouer mercredi, dimanche, un championnat marathon. Et voilà, déjà, il y a un match qui s'annonce très intéressant entre ASCO, qui est le patron, qui est le maître de cette compétition, qui va recevoir AC Massy, qui est devenu depuis un club ordinaire, dont personne n'a plus peur. Mais ASCO, c'est Massy, Latif. ASCO Semassi, ça donne du piment, c'est intéressant. C'est en tout cas le plus grand derby du Septentrion, de tous les temps également. Voilà, aujourd'hui, cette expression revient. C'est le plus grand derby du Septentrion. Aujourd'hui, il y a plusieurs clubs. On parle de Goroki, on parle de Unisport, et donc il y a plusieurs derbys. Mais là, lorsqu'on parle du derby dans le temps, derby du Septentrion, c'est Semassi ASCO ou ASCO Semassi. Et là, ces matchs sont souvent particuliers sur le terrain, particuliers également dans les tribunes, particulier dans les dispositions à prendre. Lorsque vous voyez même les désignations, je crois que la fédération a pris la mesure des choses. Et aujourd'hui, ça fait également deux équipes qui sont pratiquement dans des configurations différentes. Il y a une équipe qui bat de l'aile, c'est Massy, et puis il y a une équipe qui marche royalement, c'est ASCO de Kara. Et donc, il y a tout est là pour que justement, ça soit un match qui devrait quand même donner en tout cas pour promettre tout. Et maintenant dans ce match, je crois que la pression c'est beaucoup plus sur ASCO de Kara, parce que logiquement Semassi pourrait perdre ce match, parce que dans le contenu, dans les statistiques, vous voyez cette ASCO... équipe douter face à un club qui est hautement à sa portée. Oui, mais écoutez, ASCO aujourd'hui a la faveur, toutes les faveurs des pronostics. Elle n'a perdu qu'un seul match depuis le début. Voilà pourquoi je dis qu'elle a, ASCO a toutes les faveurs des pronostics. Et c'est ASCO qui, à 90%, devrait gagner ce match-là. Maintenant, attention, je dis bien attention, ce match-là, il est particulier. Et je crois que ASCO peut quand même se casser les dents sur ce match-là. Et c'est Massy, on l'a dit dans les éditions ou bien les émissions antérieures, Semassi est sûr et conscient de ses faiblesses. Semassi est en difficulté. Semassi est premier non relégable. Semassi joue son maintien, et donc je crois que il y a une pelouse qui est là, qui va quand même promettre beaucoup. Il y aura des tribunes qui auront un public qui va s'égaler, parce que je me dis à Kara, souvent tout ce qu'on se transporte à Kara pour aller véritablement supporter le
10 km entre les deux villes. Entre les deux villes. Et je crois qu'il y a du 50-50. La pression beaucoup plus sur Asco. Asco peut ne pas perdre son fauteuil, mais verra peut-être Dito revenir dans sa roue si Dito réussit quand même à bien voyager dans le cloto. Et pourrait voir également, je crois, Unisport revenir parce que Unisport également reçoit à la maison. Donc, c'est un match intéressant et véritablement, tout le monde voudrait sérieusement voir ce match-là sur une très belle pelouse à Ivala Stadium. Ouais, Prosper Agboklou, vous faites partie de ceux qui trouvent, on va dire, le parcours d'Asco, on va dire, raisonnable du point de vue administration, du point de vue nouvelle organisation qui entoure les Condona. Ils seront face à Semassi qui est blessé, profondément blessé. Latif l'a dit, ce club joue contre la relégation. Donc, il va falloir des points. C'est un derby. Et quand ça se présente comme ça, c'est un match qui peut basculer, hein, qui peut peut-être jouer un mauvais tour au patron. Justement, je crois que c'est le match charnière pour Semassi, pour Asco de Kara, allais-je dire, parce que pour avoir vécu plusieurs matchs entre Semassi et Asco à Kara, je sais ce qui se passe. Le raz-de-marée que font les supporters de Semassi, surtout de Semassi, qui arrivent en grand nombre pour supporter leur équipe, peut déjà être un facteur motivant pour cette équipe de Semassi. Et surtout que on a vu Semassi aller même au plus mauvais donc de ses performances, faire match nul avec ACK là-bas à Kara. Donc le déplacement là en vaudra vraiment pour cette équipe d'Asco qui doit faire extrêmement attention. Et quand on voit sur le plan comptable, sur les 3 matchs joués, Asco a gagné tous ses matchs. Ces matchs-ci a fait un nul, une défaite et une victoire. Et quand vous regardez un peu sur le front de l'attaque, Semassi a marqué 6 buts, Asco a marqué 6 buts. Sauf au niveau de la défense, il y a une différence. Semassi en a pris 5, Asco n'en a pris qu'un seul. Donc c'est là où va se faire la différence. Mais attention, si une équipe arrive à marquer, c'est qu'elle est dangereuse. On ne pense pas trop à la défense, mais on passe plutôt à l'attaque. Donc, je crois que Asco est vraiment, pour moi, en danger parce que Semassi, avec Adika Kwame, maintenant, semble retrouver un tant soit peu du mordant et ça peut jouer un mauvais tour à l'équipe de Semassi, plutôt de Asco, qui doit faire extrêmement attention parce que Asco va jouer tout en ayant le regard un temps soit peu sur ses poursuivants directs et ça, ce n'est pas du tout repos. Bien, Aristide Covidien, il y a un club qui semble essoufflé désormais, c'est le patron, le champion de la phase aller Unisport qui joue contre ASCK. Unisport sera à la maison face à l'ASCK qui est dans une logique de remontée dans le championnat pour reprendre sa place de leader. Mais pour l'instant, ça ne marche pas fort avec les chauffeurs de la COSA, entraînés désormais par Jonas Kokou-Komlan. Unisport qui également a envie de s'accrocher et pourquoi pas de reprendre son bien. Mais un tel match aussi s'annonce intéressant. Hein. Oui, ça va être une rencontre assez intéressante dans la mesure où le champion à titre, vous l'aviez dit, la SCK est toujours en course. Et quoi qu'on dise, c'est un club qui a aujourd'hui des joueurs qui sont vraiment motivés en ce sens que c'est des joueurs qui sont convoqués la plupart du temps en sélection locale. Vous voyez, je pense que quand vous prenez par exemple Agoro Asraf, il a été buteur face au Niger lors de la rencontre internationale amicale. Vous prenez Ouro Agoro Ismaël, il a été buteur lors de la rencontre face au U23 du Bénin. Il a été buteur lors de la dernière journée et donc en championnat bien entendu. Et donc ce qui veut dire tout simplement que à part les Bordé, Abdou Sabou et les autres joueurs donc de cette formation de Kara qui se retrouvent en sélection locale, ils ont une certaine motivation qui est au beau-fils. Et donc pour moi, je pense qu'avec cette dynamique et surtout avec disons le discours de Jonas Kokou-Komlan, eh bien, ça va être vraiment un match assez intéressant. Vous savez que de la même façon, Unisport qui est en difficulté depuis la reprise va devoir également chercher, disons, ne serait-ce le point du nul ou au pire des cas,
bon, au pire des cas, le point du nul, mais va chercher la victoire dans cette rencontre face à l'ASK. Je le dis simplement parce que là, c'est une équipe avec les Oloufade Kaby qui, depuis, disons, la dernière convocation aussi, a prouvé quelque chose en championnat lors de la récente journée. Et au-delà de ça, je pense que ce qu'on a vu lors de la phase aller du côté du Nisport, c'est-à-dire cette cohésion, ce collectif-là, je pense qu'il y a une certaine désolidarisation. Si on Pourquoi? peut le dire. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on est en train de constater sur le terrain. Vous ne pensez pas qu'ils sont essoufflés? Vous ne pensez pas ça? Bon, est-ce qu'il faut parler d'essoufflement? Je pense que c'est peut-être en fonction des adversaires. Hein. D'ailleurs, quand vous prenez sur les 13 journées, il faut reconnaître quand même qu'ils ont eu pratiquement à jouer tous les adversaires. Tout le monde. Et donc, pour cette phase retour, il faut savoir qu'aujourd'hui, les clubs s'étudient. Hein. Si Latif a un club qui m'a battu lors de la phase aller, ça veut dire tout simplement que je connais un peu la philosophie de jeu. Je sais comment, par exemple, Latif a joué avec ses poulains. Et globalement, que peut-on dire? 50-50, 55-45, que dites-vous? Bon, je peux être tenté de dire qu'on sera peut-être dans une rencontre assez équilibrée, mais au finish, ça va se gagner sur des détails. Je suis en train de voir peut-être soit une victoire de l'ASK ou soit une victoire du Nisport. Bon, ce qui veut dire que ça peut balancer à tout moment. Oui, ça peut balancer à tout moment. Ce n'est pas 50-50. Ce n'est pas ça. Oui, moi, lorsque vous voyez la forme aujourd'hui de l'ASK, c'est vrai, l'ASK est en train de revenir, l'ASK est encore en course, mais c'est une équipe véritablement qui n'est pas aussi convaincante, hein, parce que l'ASK gagne sur des scores étriqués, et l'ASK a perdu l'autre fois, par exemple, à Palimé, et donc ça suppose que cette équipe-là n'est pas encore au mieux véritablement de sa forme. Maintenant, Unisport, la question, vous savez, n'oubliez pas que cette réserve-là qui a été donc portée en faveur d'Asco contre Unisport a été aussi un petit frein par rapport à cette équipe parce que c'est un adversaire direct qui a gagné directement des points aux dépens donc de Unisport. Et puis ça joue sur le mental. Ça joue sur le mental. Et puis il y a eu cette défaite-là également dans le derby team face à Simassi. Ça fait que Unisport a décroché un tout petit peu. Mais cette équipe-là reste encore avec son ossature. Cette équipe-là n'a pas trop de soucis parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui est convoqué pour le Cameroun et donc va jouer, libéré au même moment. D'autres équipes avec plusieurs joueurs convoqués vont vouloir jouer frein en main. C'est aussi ça un peu le danger avec des équipes comme Boulessou, des équipes comme ASK parce que à l'approche de la phase finale du CHAN, il y a des joueurs qui vont essayer de jouer frein en main. Il faudrait que les entraîneurs véritablement, il semble que même Jonas Kokou, comme là, a essayé de passer un discours à ces joueurs qui à un moment donné jouent un petit peu réservé. Je ne sais pas s'ils ont déjà la tête au Cameroun. Maintenant, il y a l'autre aspect. Normalement, la deuxième phase devait être au bénéfice d'Unisport. On l'a dit, Unisport a joué les gros, ses adversaires directs, toutes les équipes qui sont dans le top 5. À la phase aller, Unisport est allé jouer chez eux. Unisport a joué Asco à Kara. Unisport a joué Dito à Lomé. Unisport a joué Boulessou dans les lacs. Unisport a joué OTR à Lomé. Unisport va jouer ASK à domicile au match retour. Ça suppose que les 5 voire les 6 premiers devraient tous se déplacer à Sokodé chez Unisport. Ça suppose que normalement, le club de Kouloundé a l'avantage véritablement du domicile pour pouvoir battre cet adversaire direct. On attendra de voir si cette équipe pourra se relever parce que le coach Akpo Aziz a dit ils ont perdu un match, ils ne sont pas tombés par rapport à l'interview qu'il a accordée à notre confrère lorsqu'il a perdu à Tapamé. Il a dit c'était trop dire en disant qu'Unisport est tombé. Ils disent qu'ils ont perdu juste un match. Ils ne sont pas tombés véritablement. On va vérifier tout cela face à l'ASK ce mercredi à Sokodé. Un autre match qui s'annonce vraiment important, c'est Gomido, Dito et les Showboys qui ont retrouvé un semblant de performance avec 2 victoires et 1 nul sur les 3 derniers matchs et qui accueille un dynamique togolais qui n'a aucune envie de quitter le top 3 de ce classement. Oui, quand on voit un peu le ratio dégagé par ces 2 équipes à cette phase retour sur les 3 matchs, vous l'avez dit, Gomido a obtenu 2 victoires et 1 nul, Dito a perdu un match et a gagné 2. Et on a tendance à croire que ces 2 équipes qui sont
qui montent et qui ont véritablement la tête vers le sommet. Et surtout pour le Dynamique togolais qui, pendant plusieurs années, était resté cette équipe-là qu'on attendait au plus haut niveau et qui finalement nous déçoit. Je crois quand même que le staff technique et les dirigeants ont pris donc la mesure de la chose et ils ont peut-être, à mon avis, maximisé un tant soit peu les chances donc de réussite de cette équipe qui, en se déplaçant à Kpalimé, va sûrement poser d'énormes difficultés à Gomido qui a commencé elle aussi à retrouver ses repères. Et depuis, on n'a plus perdu, on est parti gagner à Ifodjer. On est revenu, on a battu ACK, on reste toujours dans la même dynamique. Bon, et le Dynamique togolais qui elle aussi sait voyager parce qu'elle avait battu Ange de Ngotier à Ngotier 2-0. Donc tout ça là reste donc un match très équilibré entre ces deux équipes, mais avec l'avantage du terrain. Gomido peut toujours décanter la situation. Voilà ce qui met un peu ce match-là, pour moi, comme l'une des affiches les plus importantes, parce que Dito, en perdant à Kpalimé, sûrement sera sous le coup donc, de perdre la troisième marche du podium. Et quand on arrive là, je crois quand même qu'on n'a pas envie donc, de redescendre, ce qui va donner un véritable piment à cette rencontre. Un club souvent gangrené par l'inconstance Aristide Covidien, c'est l'AS OTR. Qui, au moment de boucler la phase aller, avait enchaîné 4 matchs, 4 victoires et que beaucoup derrière ont dit, oui, on a désormais l'AS OTR qu'on voulait. Et après, bon, ce n'est plus le cas. On gagne aujourd'hui, on perd demain, on fait des matchs nuls. Et ce club-là se déplace sur un terrain très compliqué. Bafilo, Sahara Football Club AS OTR. Oui, ça va être aussi une autre rencontre intéressante. Vous savez que du côté de Maurice Noutoudien, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en quelques journées. Eh bien, l'équipe a enregistré une série de défaites. La dernière fois, on a vu une autre formation de l'OTR au municipal où, visiblement, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du staff. Ils ont donc ramené dans les buts Aïgba Moubarak. Aujourd'hui, quand on parle de l'OTR, eh bien, il faut dire que, disons, pour ce qui concerne déjà les 16 journées disputées, ils n'ont eu que 7 victoires. Et combien de défaites? 6 défaites. Je pense que pour une équipe qui tente donc de retrouver le haut du tableau, c'est une défaite de trop. Hein. Disons 6 défaites comparativement à des équipes comme Asco de Kara qui n'a enregistré qu'une seule défaite. Vous voyez déjà l'écart que ça peut creuser alors qu'ils ont au même moment enregistré 5 matchs nuls. Je pense que c'est vraiment regrettable pour cette formation qu'on croyait voir peut-être à la fin du championnat, peut-être dans le top 3. Mais ça va être compliqué face à une équipe donc, de Bafilo. Au Sahara Football Club également, qui visiblement, même si cette formation n'a pas... tout de suite n'a pas envie de jouer le premier rôle, on sait que c'est une équipe qui veut sauver sa saison. Au même moment qu'une équipe d'Unisport, même si Unisport n'a pas tout perdu, je pense que Unisport a déjà sauvé en quelque sorte sa saison en faisant le plus dur lors de la phase aller. Sahara Football Club... Ouais. Non, je faisais l'allusion par rapport donc à Unisport. Parce que quoi qu'on dise, je ne vois pas Unisport enregistrer une série de défaites jusqu'à la fin donc, de la saison. De la même façon, aujourd'hui, Sahara n'est pas en tête, mais Sahara doit chercher à sauver sa saison. Et je pense que cela passe aussi par cette rencontre de la 17 contre l'AS OTR. Face à l'AS OTR. L'AS OTR qui aussi est tout petit peu en convalescence, qui veut forcément rebondir. Ça reste indécis? Oui, je peux le dire, parce que là, on pensait voir l'AS OTR en début de championnat parmi les meilleures attaques, mais là, quand vous classez par exemple, vous allez voir déjà avec 6 défaites parmi les équipes qui n'ont pas l'habitude de marquer, je ne me rappelle plus tellement de leur nombre de buts, mais au même moment, la meilleure attaque avec une équipe du Dynamique togolais. Dynamique togolais qui était entre-temps en ballottage, vous le savez, il y a de cela quelques semaines avec l'AS OTR, le Dynamique togolais aujourd'hui qui se retrouve avec 19 buts. Je pense que c'est quand même très intéressant pour ce club. Sahara Football Club et puis l'AS OTR, bon, je ne sais pas quoi dire.
J'ai envie de pronostiquer, mais ça reste un match de football. On va voir tout ça sur le terrain. Il y a un match qui devrait faire bouger peut-être les choses, qui devrait piquer les mauvais élèves de la classe. On parle de Maranatha Koroki. Maranatha Koroki, je crois que c'est un match intéressant, parce que lorsqu'on dit il y a choc du haut du tableau, voilà aussi un choc du bas du tableau. Les plus mauvais élèves. Voilà, Garo perdant qui devait se retrouver seul parce que ça fait un bon couple. Ils sont derrière depuis un moment avec le même nombre de points, 14, même si c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de regrets pour Koroki, on continue de le dire, qui a lâché 6 points au nom des réserves, alors que Maranatha n'a réussi qu'à engranger 14 points depuis le début de la saison. Et ça, c'est avec une équipe vice-championne en titre du Togo. C'est avec une équipe qui sort quand même d'une Coupe continentale, qui a joué le deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Mais depuis, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Et moi, j'ai peur pour cette équipe-là. J'ai peur parce que, voilà, tout le monde est parti. Lorsque vous ressassez les informations, beaucoup sont partis. Les gros bras de cette équipe-là, lorsqu'on prend par exemple Alex Achampong qui joue désormais dans un autre championnat, Karoma, il y a d'autres joueurs qui ont rompu leur contrat, qui sont là et qui veulent même jouer pour d'autres clubs à l'heure où on parle. Et il y a l'entraîneur qui serait parti. Et donc voilà, il y a trop de problèmes au niveau de Maranatha. Maintenant, au niveau de Koroki, c'est également la même chose, avec un staff qui a été démis au sortir de la défaite face au Dynamique togolais lors de la 16e journée. Et donc pour Koroki, on va vers un troisième staff déjà en une saison parce que Adam Fazaz y est parti. Issa Diabirou est venu, il est renvoyé. Et voilà, il faut s'attendre à un nouvel entraîneur qui va arriver et qui va commencer avec une autre philosophie, avec un autre discours. J'ai peur également pour cette équipe-là. Maintenant, quoi qu'on dise, Koroki a quand même la faveur des pronostics parce que cette équipe, souvent à domicile, arrive à s'en sortir. Il y a eu plusieurs victoires de cette équipe-là à domicile, sauf qu'elle est très très mauvaise lorsqu'elle sort. Maintenant, elle va jouer à domicile, puisque Koroki devrait forcément jouer pour gagner, parce qu'à la 18e journée, il y a un match importantissime pour cette équipe-là qui viendra jouer un derby à Sokodé face à Semassi. Voilà, le champion du Togo 2018 contre le vice-champion du Togo 2019, Maranatha Koroki, Prosper Agboklou. Vous avez plusieurs fois côtoyé ce club cher à Gabriel Komlan, Maoulaoué Amei, et qui a habitué d'ailleurs les observateurs du foot national à une deuxième partie de championnat fracassante et qui renverse tout. Mais cette fois-ci, on a comme l'impression que les messagers sont étouffés. Ils n'arrivent plus à faire les choses comme cette habitude-là qu'on a connue. Oui, c'est ça qui étonne un peu. Beaucoup même, je dirais tout simplement que c'est à ce moment qu'on voit Maranatha ressurgir et qui, je dirais, dévale les vagues et renverse les montagnes. Mais là, depuis, on ne sait plus ce qui se passe. Bon, Latif vient de le dire, il y a quelques problèmes, quelques soucis, des joueurs qui ne donnent plus, qui ne sont plus là. Bon, à Champon, il est parti au Mali. Comment se fait-il qu'on ait pu laisser partir les meilleurs, comme Alex Champong par exemple? Franchement... Problème de moyens? Bon, je ne sais pas si c'est exactement le problème de moyens, mais j'ai scruté un tout petit peu les alentours. Je n'ai pas eu assez de réponses par rapport à cela. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il va falloir que les dirigeants eux-mêmes nous expliquent réellement ce qui se passe. Ou bien c'est ce spectre-là, quand un club togolais participe à une coupe continentale, de retour, elle se cherche, elle plonge. Maranatha a déjà participé à plusieurs fois à une coupe africaine et elle est revenue toujours plus renforcée. Cette fois-ci, on n'a pas l'impression que les choses vont bien et que ces joueurs-là sont encore sereins comme ils l'étaient avant. Maintenant, pourquoi ils ne donnent plus? Même Maranatha
perd tous ses matchs à domicile. Maintenant, ce qui était plutôt ses forces sont devenus plutôt ses faiblesses. Et ça, je crois quand même qu'il y a des interrogations. Voilà, à ce niveau. Très bien, on va parler les saisons dernières. Oui, les saisons dernières, Maranatha a été la meilleure équipe à l'extérieur. Oui. Et puis, n'oubliez pas, ils ont déjà gagné à Sokori cette saison, 1-0. Ils peuvent peut-être jouer un mauvais tour à pourquoi pas. Et on va vous rappeler les autres matchs de cette 17e journée à suivre ce mercredi après-midi, naturellement, sur les antennes de la référence sportive. On verra Bolesou face à Ifodje. On aura AS Togoport contre Ange Football Club. On parlera également, on en a parlé de ce match entre Sarah Football Club et puis AS OTR, Gomido, Dito, Koroki, Maranatha, AS Togoport, Ange, Asco, Semassi de Sokodé. Ce sera tout pour cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Aristide Kevidien, merci d'être venu. Latif Yorouma, Prosper Agboklou, Eloma Dovon, Théo Ajavon. À très bientôt.